Bon, alors, bonjour à tous ceux qui écouteront cette récup en ligne en différé ou parce que pour l'instant, il n'y a personne qui est vraiment, vraiment correct. Peut-être que certains se joindront durant la récup, mais dans tous les cas, ça ne me dérange pas du tout. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers la première partie de Univers matériel. Donc, je pense y aller ici le vers Organisation de la matière et peut-être je verrai là, soit électricité et compagnie ou encore propriété physique, là. Je pense qu'on va aller là-dedans. Donc, mais je vais commencer ici par organisation de la matière. Donc, je vais utiliser le document que vous avez tous probablement vu, qui est ici les concepts prescrits susceptibles d'être évalués en sciences dans les épreuves ministérielles. Donc, ce document ici. À Kim, vous avez mis les fiches aussi correspondantes. Et je vais utiliser aussi pour la récup le tableau périodique qui est fourni à l'examen. Pour certaines formules, quand on a besoin de formules, je vais utiliser les formules qui sont ici, qui sont aussi des formules qui sont fournies à l'examen. Puis finalement, si j'ai besoin de support supplémentaire, je vais utiliser ici AlloProf. Pourquoi AlloProf? Parce que ça vous permet de voir la matière peut-être d'une autre façon. C'est très, très, très visuel et c'est en accord avec les concepts prescrits là, pour l'examen ministériel. Donc, je vais commencer juste en vous montrant là, que si vous tapez sciences, examen sciences secondaire 4, vous allez tomber, je peux vous le montrer là ici, dans sciences et technologies, si je sélectionne secondaire 4, puis que je descends un petit peu, là, j'ai ici examen et trucs d'études, et j'ai la cyber-révision de sciences secondaire 4. Puis là, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont super intéressantes. Donc, il y a des outils pour réviser et il y a des pratiques d'examen qui sont là, dont dans l'analyse technologique, là, il y a le distributeur à mouler que vous avez peut-être fait en pratique, le carrousel et le grille-pain à convoyeur. Euh, Ensuite, ce qui est intéressant aussi, là, c'est les outils imprimables. Je vais m'en servir un petit peu pour aujourd'hui avec toute la matière qui est à connaître et à savoir pour l'examen final. Donc, ça peut être super pertinent, là, soit de l'imprimer, soit de le télécharger. C'est vraiment bien fait. Pour ceux qui se joindraient, je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant que je le dise, mais bon, en tout temps, là, si jamais, je vais le dire quand même, si jamais vous vous joignez à une récupération qui est déjà débutée ou qui commence et que vous voulez poser une question, utilisez le chat, puis il va y avoir une petite notification qui va me dire que vous avez une question, puis vous pouvez poser des questions en temps réel. C'est sûr que si vous me posez une question sur YouTube, ça se peut que ça soit un petit peu plus long avant que je vous réponde. Mais sinon, en temps réel, n'hésitez pas. Donc, on va commencer ici avec organisation de la matière. Ouh là là, ça va le surligneur. Peut-être un petit peu moins gros. Bon, merveilleux. Ah, c'est très petit. Super. Organisation de la matière, donc le modèle atomique de Rutherford-Bohr, les familles et les périodes du tableau périodique. Donc, et transformation chimique, ouais, je pense qu'on va faire ça. Ça a plus de sens, là. Parfait. Donc, modèle atomique de Rutherford-Bohr, je vais commencer par ça ici. Donc, qu'est-ce que c'est le modèle atomique de Rutherford-Bohr? Bohr. Donc, dans le modèle atomique de Rutherford-Bohr, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a au centre de chaque atome, il y a un noyau qui contient des protons qui sont de charge positive. Je vais compléter par la suite. Et les électrons vont être autour du noyau qui contient les protons. Donc, les électrons vont être distribués sur des couches électroniques. Et sur les couches électroniques, il y a un nombre maximal d'électrons qui peuvent se retrouver là. Donc, sur la première couche électronique, il y a un maximum de deux électrons qui peuvent être là. Donc, la couche est comme
trop petite pour qu'il y ait plus d'électrons. Vous pouvez le considérer comme ça. Sur la deuxième couche, il y a un maximum de 8 électrons qui peuvent se retrouver là. On a tendance à les placer en paire, là, mais ils pourraient être placés n'importe où sur la deuxième couche électronique. Et ainsi de suite pour toutes les autres couches électroniques qui vont faire le total du nombre d'électrons. La dernière couche, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, va contenir les électrons qu'on dit électrons de valence. Donc, les électrons de valence, c'est les électrons qui sont disponibles. Donc, électrons de valence, ils sont disponibles pour faire pour s'associer avec d'autres atomes. Puis, c'est ça, on les appelle des ions, en fait. Ils vont rendre les atomes disponibles pour faire des liaisons, en fait. Grosso modo. On va le dire comme ça. Donc, le nombre de protons et d'électrons est le même pour un atome, à moins que, et là on va le voir un petit peu plus tard, là, que cet atome-là ait volé ou ait donné certains de ses électrons à un autre atome. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, cet atome-là, ce n'est pas un ion, c'est un atome qui est normal. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 électrons de valence. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 protons au centre. Donc, ça, c'est le modèle de Rutherford-Bohr. On va avoir des électrons de valence sur la dernière couche électronique. On va avoir des couches électroniques. Puis, à l'intérieur du noyau, il y a les protons, donc le nombre de protons. Comment on fait pour déterminer le nombre de couches électroniques et d'électrons de valence et même le nombre de protons et d'électrons au total? Mais on peut utiliser notre outil préféré qui est notre tableau périodique. Donc, dans le tableau périodique, il y a beaucoup d'informations qui vont nous aider à mieux comprendre comment s'organise l'atome. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. L'atome qui nous intéresse. Je vais juste grandir ça. Bon, je reviendrai tantôt si j'en ai besoin pour Alloprof. Alors, ici, ça, vous les avez, ces informations-là, à l'examen du ministère. Donc, le numéro atomique, là, il correspond au nombre de protons et nombre d'électrons dans le cas d'un atome qui n'est pas un ion, juste un atome régulier. Donc ça correspond au numéro atomique. L'autre chose qui est importante dans le tableau périodique, sur la case, il y a le symbole chimique et il y a ici le nom de l'élément. La masse atomique, pour l'examen de ST, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça veut dire que dans l'atome que j'ai dessiné tantôt, j'avais 12 protons. Ça veut dire qu'avec le numéro atomique, je peux reconnaître de quel atome est-ce qu'il s'agit, et c'est du magnésium, parce que le magnésium, ici, il a 12 protons. Le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons dans des atomes qui ne sont pas des ions. Ça veut dire qu'il y a aussi 12 électrons, le magnésium, que j'avais dessiné. Ensuite, je peux avoir toutes les autres informations dans le tableau périodique directement. Donc, le nombre de colonnes, en fait, la colonne, la position où se trouve l'atome de chaque élément, donc dans quelle colonne cet élément-là se trouve, nous donne en fait le nombre d'électrons de valence de cet atome-là. Donc, la colonne nous permet de déterminer combien il y a d'électrons de valence sur la dernière couche. Donc, l'atome que j'ai dessiné tantôt, j'ai dessiné loin, là, il y avait 2 électrons de valence, un ici, puis un là. Donc, ça veut dire qu'il est dans la deuxième colonne du tableau périodique. Ah, c'est exactement ça que j'observe. Donc, cet atome-là, il est dans la deuxième colonne du tableau périodique. Ça veut dire que dans cette colonne-là, c'est les atomes qui ont un électron de valence. Ils ont juste un électron sur leur dernière couche. Ici, ils ont 2 électrons de valence, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons de valence sur leur dernière couche. Les atomes qui se situent ici, on ne déterminera pas leur nombre d'électrons de valence. Ça ici, puis même on vous aide dans l'examen final parce qu'on dit qu'ils sont dans la catégorie B, ces atomes-là. Vous autres, là, ceux qui vous intéressent le plus, c'est ceux qui sont dans la catégorie A. Donc,
quelle autre information j'ai dans mon tableau périodique? J'ai aussi les couches électroniques. Donc, les couches électroniques, c'est les lignes où sont placés les atomes dans le tableau périodique. Donc, la première ligne, là, en plus, là, ils sont numérotés ici. Ligne numéro 1, ligne numéro 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça veut dire qu'ici, sur la ligne numéro 1, se trouvent les atomes, les éléments d'atomes qui ont seulement une couche électronique. Ça veut dire qu'eux autres, là, ils ont un noyau, puis ils ont une couche électronique. C'est tout. Puis là, l'hydrogène, il y a un électron de valence. Donc ça, c'est l'hydrogène. Puis l'hélium, il y a 2 électrons de valence. Puis ça, c'est l'hélium. Sur la première couche électronique, on peut avoir un maximum de 2 électrons de valence. Donc, cette couche-là ici, là, pour l'hélium, sa dernière couche, elle est pleine parce que c'est le maximum qu'on peut avoir. Ici, dans la deuxième couche, c'est la deuxième ligne, c'est les éléments qui ont 2 couches électroniques. Ici, on en a 3, 4, 5, 6 et 7 couches électroniques. Ça veut dire qu'avec la position de chaque élément, vous avez toutes les informations qui vous permettent de le représenter selon la forme de Rutherford-Bohr. Donc, si je vous dis, par exemple, aussi à l'examen, pour une raison ou pour une autre, on vous dit comme, dans le fond, le brome, comment est-ce qu'on va le représenter sous la forme de Rutherford-Bohr? Bien, juste avec sa position dans le tableau périodique, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Premièrement, c'est le numéro 35. Ça veut dire qu'il a 35 protons dans son noyau. Ça veut dire qu'il a 35 électrons répartis sur des couches électroniques. Donc, ça, c'est la première chose que je sais. Je peux dessiner ici un noyau avec un 35 et un petit plus ici pour dire que j'ai 35 protons. Ou encore un P. Dans certains cas, là, vous allez voir le P. Ensuite, pour tracer mes couches électroniques, je vais compter combien il y en a. Ici, c'est ceux qui en ont une, qui en ont 2, qui en ont 3, qui en ont 4. Ou encore, je regarde ici, c'est numéroté, numéro 4. Ça veut dire que j'ai 4 couches électroniques autour de mon noyau. Je vais les dessiner en haut. Une couche électronique, 2, 3, 4. Ensuite, je vais venir dessiner les atomes sur chacune de ces couches électroniques-là. Je vais regarder combien, là j'ai 2 choix. Soit je dessine les 35 à partir du centre, sachant que sur la première couche électronique, il y en a au maximum 2. Sur la deuxième, troisième, quatrième, il y en a un maximum 8, jusqu'à ce que j'arrive à 35. Ou encore, moi, ce que j'aime faire, là, ce que je préfère, c'est que je vais venir regarder son nombre d'électrons de valence. Donc, si là, il est dans la 7e ligne, donc V, c'est 5, II, c'est 2, donc I, c'est 1, puis un autre I, c'est 1, ça veut dire qu'il a 7 électrons de valence. Ou encore, je peux compter là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons de valence. Ça veut dire que je vais venir dessiner 7 picots. 4, 5, 6, 7. 7 électrons de valence autour sur la dernière couche électronique de l'atome que j'ai représenté. Puis ensuite, je vais remplir toutes les autres couches à leur maximum. Donc, je sais que ici, c'est un maximum 8. Donc, je vais en dessiner 8. Moi, je trouve que les dessiner par paire, c'est plus simple, mais rendu là, c'est pas mal comme vous voulez. Ici aussi, c'est 8. Ça, c'est la troisième couche électronique. Ici aussi, c'est 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis ici, la première couche... Ah non, ça, c'était... Excusez. Je recommence. Je suis mélangée avec mon noyau. Alors ici, ça, c'est la première couche électronique. Maximum 2 électrons de valence. Puis ensuite, je vais les compter juste pour être sûr. Donc, j'ai 8, 16... 16, ça fait 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Merveilleux. 32, 33, 34, 35. Super. Encore mieux. Donc, ça me fait 35 électrons de valence et j'ai dessiné selon le modèle de Rutherford-Bohr. Ensuite,
vous devez, ici, on vous dit pour l'organisation de la matière, les familles et les périodes du tableau périodique des éléments. Donc, on a vu pas mal ça, les familles et les périodes. Ce qu'on va venir rajouter, c'est que, dans le fond, on a une organisation aussi à l'intérieur de notre tableau périodique. Donc, tu dois savoir que la première colonne qui est ici, c'est la famille des alcalins. Il faut que tu saches, là, ça, c'est vraiment du par cœur. Peut-être que tableau périodique, c'est plus compréhension, là, ça, c'est par cœur. Donc, ça, c'est les alcalins. Ici, la deuxième famille, c'est les alcalino-terreux. Ici, c'est les halogènes. Et ici, c'est les gaz nobles. Question de spécial, les gaz nobles, c'est que leur dernière couche électronique, elle est remplie. Okay? Donc, ceux qui étaient avec moi, là, on parlait de l'autobus, leur autobus, il est plein. Tous les sièges sont occupés. Donc, ici, là, par exemple, le brome que j'ai dessiné tantôt, il lui resterait une place sur sa dernière couche électronique pour un autre électron. Alors que si je voulais dessiner le krypton, j'aurais mis 36 ici, mais là, toutes les places sur sa dernière couche électronique seraient prises. Ça, c'est les gaz nobles. Ensuite, il faut être en mesure de connaître les différentes caractéristiques de ces familles-là. Donc, je vais retourner ici. Super, voilà. Je vais aller ici. Les familles, donc regardez, là, ici, sont toutes là. Là, vous avez full d'infos qui est là. Donc, caractéristiques des alcalins, ce sont des métaux mous, ils sont très réactifs, c'est des bons conducteurs électriques. Les alcalino-terreux, des métaux mous, très réactifs, bons conducteurs électriques et on les retrouve dans la croûte terrestre. Les halogènes sont très réactifs, sont désinfectants. Ils forment des sels en réaction avec les métaux. Et les gaz inertes, ce sont des non-métaux, ils sont très stables et lumineux si traversés par un courant électrique. Donc ça, c'est les caractéristiques que vous devez connaître. Comment ça se fait que les alcalins et les halogènes sont très réactifs? Bien, ils sont très réactifs parce que, regardez là, ici, c'est -1. Ça veut dire qu'il lui manque, ça c'est ce que j'avais dessiné tantôt avec mon exemple de brome qui est là, il lui manque juste un électron pour atteindre la perfection qui est le gaz noble, qui est toutes les couches électroniques sont pleines. Donc, en fait, là, ce que ça veut dire, c'est que les éléments qui sont dans la 7e couche électronique, ben, c'est pas la 7e, mais qui ont 7 électrons de valence ici, ben, ils vont chercher à gagner un électron de valence ailleurs pour être plus stable, pour avoir toutes leurs couches électroniques pleines. C'est plus confortable pour un atome d'avoir l'ensemble de sa dernière couche électronique pleine. Ça veut dire qu'ils sont très réactifs parce qu'ils vont chercher très, très ardemment là, de combler cette dernière couche-là. Tout comme les alcalins, eux autres, ils ont juste, dans le fond, ils ont comme une couche électronique, là, leur dernière couche électronique, il y a juste un électron dessus. Fait que là, ils sont là, hey, pourquoi on aurait parti un autobus avec juste un passager dedans? Fait que là, ils cherchent par tous les moyens de se débarrasser de leur passager, donc de donner leur électron de valence qui est sur une couche qui est tout seul. Donc, eux autres aussi vont être très réactifs. Ils vont chercher là, le plus possible à aller, excusez l'anglicisme, shipper leur électron à quelqu'un d'autre. Donc, vous devez aussi savoir que, non, c'est pas mal ça. Tableau périodique, c'est ça qu'on doit savoir. Ensuite, je retourne à mon iPad. Ici. Je vais continuer. Donc, les familles et les périodes du tableau périodique, on a passé à travers. Ça va bien, nos affaires. Ensuite, on va aller dans, j'avais dit, transformation chimique. Quelle heure, là? Et 23. Je pense que je vais avoir le temps. Ouais, transformation chimique, c'est bien. Donc, on va aller vers transformation chimique. Donc, la première chose ici qui est à l'étude, c'est la combustion. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la combustion?
je vais aller voir ici pour Alloprof, mais après ça, on parlera du triangle de feu. Alors, combustion, où es-tu? Modèle atomique. Les ions, on va en parler tantôt. Triangle de feu. Conservation d'énergie. Parfait. OK. Donc, je voulais aller ici. Combustion, c'est une oxydation qui dégage de l'énergie. Donc, ça, c'est la première chose à savoir sur la combustion. Vous n'avez pas besoin de connaître les types de combustion, donc les combustions lentes, les combustions instantanées, mais savoir que la combustion, ça va réagir avec l'oxygène, produire du CO2, produire H2O et libérer de l'énergie. Sous quelle forme est-ce qu'on peut libérer de l'énergie? Il y en a plusieurs. Souvent, il va y avoir de l'énergie lumineuse, donc il va y avoir comme de la lumière qui va nous éclairer, comme dans le cas d'un feu. Il va y avoir de l'énergie thermique, donc de la chaleur qui va se dégager, comme dans le cas d'un feu. Donc, c'est des types d'énergie qu'on peut observer. Donc, combustion, c'est tout le temps pareil. On va avoir ici un combustible qui va être n'importe quoi, là, mais souvent, c'est quelque chose avec du carbone dedans. Ensuite, on va avoir de l'oxygène qui va réagir avec ce combustible-là. L'oxygène, on l'appelle le comburant et ça va nous donner du dioxyde de carbone et libération d'eau sous forme de vapeur d'eau. Le triangle de feu, ça, il est souvent là, à l'examen du ministère. Donc, pour avoir un feu, là, on doit absolument avoir les 3 éléments de ce triangle. Donc, le combustible, par exemple du bois, du propane, peu importe, de l'essence, n'importe quoi qui brûle, du comburant, par exemple de l'oxygène, et une température d'ignition. Ça, là, c'est comme de l'énergie qu'on va donner à notre système. Donc, ça prend une température critique pour être capable d'allumer un feu. Donc, quand on va vouloir éteindre un feu, souvent, c'est des questions aussi qu'on va vous poser. On va vous dire comme Jean-Claude ou Jean-Steven fait un feu dans sa maison, puis il fait comme telle action, sur quelle partie du triangle de feu est-ce qu'il joue, là. Mais, oups, pardon. Ça, vous devez le savoir. Donc, je vais le dessiner ici. Petit triangle de feu. Tchoup. Donc, on a combustible. Ça n'a aucune importance là, où est-ce qu'il se situe vos trucs. Là. Si vous mettez le comburant en haut, c'est vraiment pas grave, ça ne change rien. C'est un triangle parce que ça prend les 3 éléments, en fait. Là. Comburant et température ignition. Souvent, on va vous demander, ouais, c'est ça que je disais, là, sur quoi on joue. Donc, combustible. Donc, par exemple, si il y a un feu, voilà, comme ça. Et là, pour éteindre le feu, là, je mets une grosse couverte par-dessus. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur le comburant. Je vais couper la pelle d'oxygène sur le feu. Donc, c'est ce qui va faire éteindre mon feu. Autre chose que je peux faire, je peux jeter une grande quantité d'eau dessus. Donc, si je jette une très grande quantité d'eau sur le feu, en fait, je vais baisser la température d'ignition et je vais couper aussi le comburant. Donc, l'oxygène va être coupé à cet endroit-là. Mais surtout, là, baisser la température d'ignition. L'autre chose qui peut faire qu'on n'a plus de feu, ben, si on n'a plus de bois, puis qu'on a juste de la cendre, comme ben, ça veut dire qu'on n'a plus de combustible. Donc, on a retiré le combustible. C'est pour cette raison-là que c'est important là, quand vous avez un feu de cuisinière, ça je le dis, là, je pense que j'ai dû le dire genre 75 milliards de fois, là. Mais si vous avez un feu de cuisinière, là, genre il y a une poêle qui brûle, là, ça c'est des flammes. Je vais même les mettre en rouge. Des flammes dangereuses. Si c'est des flammes, puis que tu prends ici, là, ça c'est ta main, tu prends la casserole, puis tu l'amènes dehors. Ce qui va faire, là, oui, si c'est l'hiver, ça se peut que tu diminues la température d'ignition, puis que ton feu s'éteigne, mais puis, fait que c'est pas niaiseux comme idée. Mais en fait, là, en général, ce qui va se passer, c'est que tu vas comme augmenter le comburant.
Parce qu'en allant dehors, tu vas avoir comme un grand appel d'oxygène d'un coup. Fait que là, le feu, là, il va prendre des grandes proportions. Alors, ce qui est suggéré de faire, c'est de mettre le couvercle sur ta casserole. Ou mettre un manteau d'hiver. Ben là, ton manteau d'hiver, il va être scrap, là, mais si tu mets un couvercle sur la casserole, tu vas couper le comburant. Et là, ça va couper le feu. Donc, ça, c'est pour le triangle de feu. Pour la combustion. Donc, combustion, c'est toujours un comburant quelconque, comburant, plus du dioxygène, qui va donner du CO2, plus H2O, plus dégagement d'énergie. Donc, si tu vois que là, le comburant, c'est souvent C, quelque chose, quelque chose. Si tu vois une réaction comme ça à l'examen et que tu vois énergie ici, c'est super important. Il faut que tu dises, ah, combustion. Ceci est une combustion. Ensuite, photosynthèse et respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire et la photosynthèse, ce sont des réactions qui sont comme inverses, qui sont comme cousines. Donc, on va commencer par photosynthèse. Qu'est-ce que c'est la photosynthèse? C'est en fait la création d'énergie à partir, la création de sucre à partir d'énergie, de l'énergie solaire, et à partir de dioxyde de carbone. Donc, photosynthèse, CO2 plus énergie solaire, plus, donc si c'est énergie solaire, ça c'est photosynthèse, plus H2O nous donne, j'aurais pas dû la mettre là. Un instant, je vais déplacer cet objet. Oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, il veut pas. Voilà, tant pis pour toi. On recommence. Photosynthèse, on a dit CO2 plus énergie. Dans le cas de la photosynthèse, c'est de l'énergie solaire plus H2O, donc de l'eau, qui nous donne du sucre, C3H8 au 12, au 13. Ah, pas pantoute. C'est C6H12O6. C'est dans le champ de patates. C6H12O6. Tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur, tu as besoin de savoir, de la reconnaître, de savoir que ça ici, c'est du glucose, puis surtout d'être capable de reconnaître la réaction. Oups. Ici. Donc, savoir que ça, c'est du glucose, puis reconnaître la réaction, plus O2 de l'oxygène. Alors, cette équation-là n'est pas balancée pour l'instant. On va voir le balancement d'équations tantôt. Ça, c'est photosynthèse. Donc, photosynthèse, c'est qu'on prend de l'énergie et on fabrique du sucre. Donc, le sucre, là, ça, c'est la nourriture. C'est ça qu'on a besoin. On prend l'énergie. Ça veut dire que c'est comme si, en fait, on transforme cette énergie-là en nourriture. Donc, nous, là, en respiration cellulaire, c'est impossible de faire ça. Donc, c'est quoi les trucs que tu peux avoir pour reconnaître cette équation-là? Premièrement, tu as CO2 ici au départ, au début, qui se transforme en O2. Fait que c'est un premier indice pour dire, qui fait ça, là, transformer du CO2, donc du dioxyde de carbone en dioxygène? Ben, c'est pas mal juste les plantes qui font ça. Les lapins et les humains, ça fait pas ça. On peut pas comme rejeter du dioxygène, nous autres, on en consomme. L'autre chose que tu peux regarder, que tu peux te rendre compte, tu dis, OK, là, j'ai de l'utilisation d'énergie, donc de la transformation d'énergie
en nourriture. Ça, c'est énorme, cette affaire-là. Le C6H12O6. Il faudrait que ça te flashe dans la tête que c'est du glucose. Glucose qui est ici. OK? Donc, ça, c'est de la photosynthèse. Cette molécule-là, là, je te suggère de l'imprimer dans ton cerveau. Là. Soit de la connaître par cœur ou soit là, de la visualiser puis de savoir que dès que tu le vois, la voix, celle-là, là, tu fais comme « Ah ouais, ça, c'est du glucose. OK? » Imprime-la, colle-la dans ta chambre pour être sûr que tu t'en souviens que ça, c'est du glucose. Maintenant, la respiration cellulaire. Donc, respiration cellulaire. Merveilleux. CO2. Puis là, je vais juste enlever énergie solaire. Alors, ce qui est fabuleux avec ces deux équations-là, c'est que si tu en connais une, tu connais l'autre parce que la respiration cellulaire, c'est l'inverse de la photosynthèse. Alors, comment ça fonctionne la respiration cellulaire? Ben, les animaux, les plantes aussi, d'ailleurs, les plantes, les animaux vont avoir besoin de glucose. Donc, toi, dans la vie, il faut que tu manges. Si tu ne manges pas, ça va mal. Non seulement tu es boubou, mais tu finis par mourir de faim. OK? Donc, ensuite, tu as besoin de dioxygène. Donc, tu as besoin de respirer de l'oxygène. Et qu'est-ce que ça va faire quand tu vas prendre du sucre et respirer de l'oxygène? Ben, tu vas créer de l'énergie que tu vas pouvoir utiliser dans ton corps, plus libérer du H2O sous forme de vapeur d'eau, plus libérer du CO2 dans ta respiration. Donc, c'est exactement les mêmes éléments. Éléments, je veux dire, là, comme objets, c'est les mêmes molécules, mais qui vont être placées dans l'ordre inverse. Là, attention, là, tu ne produis pas d'énergie solaire. Okay? Il n'y a personne ici qui est un soleil. Là. Tu vas produire de l'énergie qui va servir à ce que tes cellules remplissent leur fonction. Mais ça ici, cette équation-là, c'est une équation de respiration cellulaire. Merveilleux. Ensuite, tu dois être capable de reconnaître des réactions de neutralisation acido-basique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître des réactions de acido-basique? Bien, premièrement, tu dois savoir absolument qu'est-ce qu'un acide. Donc, un acide, qu'est-ce que c'est? C'est, ben, je vais juste aller voir ici s'ils ont une définition que je vais pouvoir te dire. Ah, je pense que c'est en haut. Oui. Échelle pH. Non. Oui! Ah, mon Dieu. OK. Donc, un acide, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un H, donc hydrogène, plus un non-métal. Qu'est-ce qui sont où les non-métaux? Bien, les non-métaux, ils sont ici dans cette partie-là du tableau périodique. Donc, par exemple, ça pourrait être H avec Cl. Ça, c'est un acide qui est très bien connu. Pourquoi? Bien parce que, en fait, là, on va avoir H qui est ici, qui est dans la première colonne de mon tableau périodique. Lui, il a un électron de valence. Fait qu'il peut donner un électron à quelqu'un. Puis il aimerait vraiment ça s'en débarrasser. Fait qu'il va avoir tendance à se lier soit avec, pour ceux qui étaient en STE, là, en ion polyatomique, mais pour ceux qui étaient en ST, là, il va essayer d'aller se lier ici avec quelqu'un qui est dans qui a 7 électrons de valence. Ça va être facile pour lui. Après ça, il peut avoir d'autres groupements. Là. Mais si regarde ici, le H avec qui? Non-métaux. Le plus loin possible c'est ça, le plus loin possible dans le tableau périodique. Ensuite, on va avoir une base. Une base, c'est un métal avec un groupement OH. Donc, le métal un métal qui est de ce côté-ci, va vouloir se lier avec un groupement qui est OH.
Les groupements, le H a un ion qui est positif. Ça, on va le voir tantôt, là. Puis les OH, on dit c'est ça, c'est un ion qui est négatif. Ça aussi, on va le voir tantôt. Les acides ont un pH qui est inférieur à 7. Et ça ici, c'est des exemples d'acides que tu peux retrouver. Puis des bases, ben dans le fond, là, dès qu'il y a un groupement OH comme ça entre parenthèses, c'est que c'est une base. Dans la réaction de neutralisation, on va vouloir former un sel. Donc, les sels, c'est un métal avec un non-métal. Il n'y a pas de H+, puis il n'y a pas de groupement OH- non plus. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Une réaction acido-basique. Donc, j'ai un acide. Donc, par exemple, je vais avoir HCl. Donc, le groupement H qui est ici, avec Cl qui est là. Je vais avoir une base. Donc, par exemple, NaOH. Fait que des fois, le OH il va être entre parenthèses quand je vais avoir plusieurs choses avec mon OH. Mais dans le cas de NaOH, le OH n'est pas entre parenthèses, mais il est représenté collé ensemble. Donc, OH comme ça. Qui va me former un sel. Donc, quel sel est-ce que ça forme? Bien là, ça ne forme pas n'importe quoi. Tu sais, je ne peux pas avoir un acide, une base, puis former comme KNO3, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, en fait, la réaction de neutralisation, c'est que je vais avoir un acide plus une base qui va me donner un sel, je vais l'écrire après, plus de l'eau. Donc, je vais commencer par l'eau. D'où ça vient l'eau? Bien, ça vient, en fait, l'acide et la base, ils vont se défaire dans la réaction. Donc, l'acide va se séparer en deux ions. Je vais avoir l'ion H+ et l'ion Cl-. Puis, la base, ça va se séparer aussi en Na et en OH. OH, c'est tellement fort, là, ils restent ensemble. Et là, après ça, ça va se reformer en eau et en sel. Comment ça en eau? Bien là, regarde bien comme c'est cool. J'ai H+, puis j'ai OH-. Fait que quand ils vont se lier ensemble, eux autres, là, ça va faire H-O-H. Ah, ça c'est H2O. Alors, le H+ de l'acide plus le OH- de la base, ça va toujours former de l'eau. Et comment je fais pour savoir c'est quoi le sel? Ben, c'est ce qui va rester. Donc, si j'ai un Cl, si j'ai un OH, non, pas un OH, mon Dieu, Alexandra, ça va la vie. Ici, j'ai un Na, donc, ils vont se lier ensemble, ils vont faire NaCl. Et ça marche tout le temps. C'est tout le temps ça que ça fait. Donc, par exemple, je vais le faire avec un ion polyatomique ici, juste pour que tu vois que c'est pas plus compliqué avec un ion polyatomique. D'un coup qu'on te présente ça. Donc, par exemple, j'ai HNO3 plus KOH. Puis je veux savoir qu'est-ce que ça va faire en neutralisation. Donc, premièrement, là, je regarde cette réaction-là. Est-ce que c'est une réaction de neutralisation? Oui. Pourquoi? Bien parce qu'ici, j'ai un acide, ça commence par H. J'ai une base qui finit par OH. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que de l'autre côté, bien, je vais avoir quelque chose plus H2O. Tout le temps, regarde, j'ai mon OH qui va faire ici, comme ça. Puis j'ai un petit H ici qui va venir se rajouter. HOH, ça fait H2O. Et là, maintenant, pour le sel, ben, il me reste un K. Puis il me reste un NO3. Donc, je vais les mettre ensemble. Ça va me faire KNO3 plus H2O. C'est tout le temps la même chose. Fait que quand tu regardes, mettons que tu regardes cette réaction-là, tu le sais que c'est réaction de neutralisation. Pourquoi? Parce que à la fin de la réaction, il y a de l'eau. Premier indice. Est-ce que c'est le seul indice? Non, mais c'est un indice pareil. Tu vois qu'il y a une molécule qui commence par un H ou qu'il y a un H tout seul. Tu vois qu'il y a une molécule qui finit par OH. Puis là, c'est ça qu'il y a ensemble dans la réaction. Puis ici, là, tu vois qu'il y a un sel qui n'a ni OH ni H. Puis en plus, là, il y a des petits morceaux de chacune des molécules qu'il y a au début de la réaction. Ça, c'est une réaction de neutralisation acido-basique. Balancement d'équations chimiques. Oh, ça, c'est très, très le fun.
Donc, comment on fait du balancement d'équations chimiques? Je vais aller voir ici juste pour nous donner, puis on va revenir sur l'échelle pH, là, puis les ions, fait qu'on va comme revenir avec ça à un autre moment. Balancement, je me cherche surtout un exemple. Quoi que je pourrais prendre? Ah, je vais prendre ça. Super. Puis après ça, j'irai voir comment eux autres ils le présentent. Donc, OK, je vais juste la noter. Par exemple, j'ai Fe plus, on a dit O2 qui va me donner FeO3. Plus O2 qui donne FeO3. C'est-tu Fe2? Ouais, Fe2O3. Parfait. Fe2O3. Je veux balancer cette équation chimique-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire balancer une équation chimique? Ben, c'est ça, je vais déplacer. Super. Ça veut dire que je dois compter combien j'ai d'atomes de chaque élément de part et d'autre de ma réaction. Le part et d'autre de ma réaction, c'est la flèche qui est là. Donc, cette flèche-là, dans certains cas, n'est pas super bien définie. Là, tu pourrais comme la grossir pour être sûr que tu la vois bien. Fait que ça veut dire que le nombre d'éléments qu'il y a de ce côté-ci doit être égal au nombre d'éléments, le nombre d'atomes de chaque élément qu'il y a de ce côté-ci dans les réactifs. Là, ici, ce sont les réactifs, doit être égal au nombre d'atomes de chaque élément qu'il y a dans les produits. Il ne peut pas avoir un atome qui apparaît de nowhere, c'est comme impossible. Puis il ne peut pas avoir des atomes qui disparaissent non plus, ça ne se peut pas. Là. On ne fait pas de la magie, on fait de la science. Donc, comment est-ce que je fais ça? Bien là, premièrement, je vais compter. Ici, j'ai un Fe. Et ici, j'ai 1, 2, O2. Pourquoi il y en a deux? Bien, parce qu'il y a un petit 2 ici. Puis le petit 2, il dit, là, tout ce qu'il y a devant, tu le répètes 2 fois. Ou tu le répètes le nombre qui est là. Fait que j'ai 2 O2, 2 O, puis 1 Fe. Là, je vais aller voir ce que j'ai de l'autre côté. Ah, ici, j'ai 2 Fe. Parce que là, on dit ici, tu en as 2. J'ai 3 O. Ça veut dire que mon équation, elle n'est pas balancée. Fait qu'il faut que je vienne balancer ça. Comment je fais pour la balancer? Bien là, il y a plusieurs techniques. Je vais te montrer la technique de essai-erreur. C'est ce que je vais faire avec vous. Puis après ça, je vais aller voir la technique de Alloprof, qui est un petit peu en dessous. Donc, autant de techniques, c'est vraiment la technique qui te rend le plus à l'aise que tu peux faire. Tu peux aussi les compter. Je pense que c'est ça qu'Alloprof va vous proposer. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est venir balancer les chiffres qui sont impairs en premier. Parce que je me dis, bon, eux autres, s'ils ne sont pas balancés, là, ça veut dire que mes indices, s'ils ne sont pas balancés, ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse éventuellement. Donc, si j'ai 3 O, puis ici, j'ai un 2 O. Donc, ce que je vais faire, je vais venir mettre un 3 ici, puis je vais venir mettre un 2 ici pour venir balancer les O en premier. Donc, si je suis rendue avec, bien là, j'en ai 2, puis j'ai 3 fois ce petit machin-là. Fait que j'ai 3 fois, elle, là, elle ressemble à ça, là, aux 2. Elle ressemble à ça. FE, il ressemble à ça. Puis là, ici, j'ai FE2, puis ici, j'ai O3. Puis ici, eux autres, là, ils sont liés comme ça. Ça, là, c'est mes molécules. En gros, là, une molécule, ça ne ressemble pas à ça, là, mais... Fait que là, ça veut dire que là, j'ai 3 fois O2. J'en ai 1, 2, 3. Fait que j'ai combien de O? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? 3 fois 2, 6. Je suis rendue à 6 O. Maintenant, je vais aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Fait que là, je t'ai dit, là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, ben, tu as 2 fois Fe2O3. Fait que Fe2, puis O3. Fait que ça veut dire que des O3, là, tiens, je vais te mettre juste une autre couleur, là, pour être sûr que tu ne mêles pas avec les Fe. Fait que les O, il y en a combien maintenant? Ben, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Super, ça va bien nos affaires. C'est ça qu'on veut. Maintenant, on va regarder les Fe, donc les fers. Là, les fers, là, on est rendu à 1, 2, 3, 4. OK, 2 fois 2, 4. Ici, j'en ai 1. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais venir lui rajouter un 4 ici. Fait que je suis rendue à 4 Fe.
Ici, je suis rendue à 6O2. Et ici, j'ai 4Fe et j'ai 6O2. Donc, cette équation-là, elle est balancée. Donc, c'est comme ça qu'on balance des équations chimiques. Je vais aller voir la façon dont, ici, on vous l'explique. Balancement des équations. Donc, le balancement de l'équation chimique permet d'équilibrer le nombre d'atomes des réactifs et des produits afin de respecter la loi de la conservation de la matière. Donc, tu dois avoir le même nombre... Ah, il ne l'explique pas comment. Donc, tu dois avoir le même nombre d'atomes de chaque élément de chaque côté. Donc, si, là, par exemple, des N, il y en a 2. Et ici, des N, il y en a 2 aussi parce que j'ai un 2 devant. Donc, il y en a 2 en tout. Tandis que des H, les H sont en groupe de 2 à cause du petit 2 ici. J'en ai 3. J'ai 3 groupes de 2. Ça veut dire que j'ai 6 H. Puis ici, j'ai 2 fois des groupes de 3 H. Ça veut dire aussi que j'ai 6 H. Donc, ça doit absolument être égal de part et d'autre entre tes atomes d'éléments de chaque élément. Ça, c'est pour le balancement d'équations chimiques. Ensuite, et on va terminer avec ça aujourd'hui, la loi de la conservation de la masse. Et la loi de la conservation de l'énergie, es-tu là en dessous? Ah oui, ici, loi de la conservation de l'énergie. Ouais, OK. Je vais voir si je le fais après. Donc, la loi de la conservation de la masse, là, ça a un lien direct avec le balancement des équations. Ce qu'on dit, c'est que dans le fond, ça, c'est la fameuse phrase, là, rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Ça veut dire que la masse de tes réactifs doit être égale à la masse de tes produits. Tout le temps, toujours, 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 toujours. OK? Donc, par exemple, là, mon équation, là, elle est bien balancée. Donc ça peut être une étape de problème, là, par exemple, de balancer une équation chimique. Donc là, tout ça, c'est bien balancé. Dans la loi de la conservation de la masse, ce qu'on dit, c'est que si, par exemple, j'ai fait réagir 20 grammes de fer avec 15 grammes de H2O, bien, c'est sûr que je vais obtenir 35 grammes de Fe2O3. C'est sûr, parce que la masse, elle ne peut pas disparaître. C'est impossible. Pourquoi? Mais parce que la masse, elle est représentée par les atomes. Donc, Fe, là, ça pèse quelque chose. O, ça pèse quelque chose. Le fer, ça pèse de quoi? De l'eau, ça pèse de quoi? OK? Donc, ces atomes-là, comme ils ne disparaissent pas, la masse ne peut pas être différente. Donc, ça veut dire que dans certains problèmes, on pourrait vous dire comme « Ah, voici une réaction chimique. J'ai fait réagir du Fe avec du O2 et ça m'a donné Fe2O3. J'avais 20 grammes de Fe, puis je me retrouve avec 35 grammes de Fe2O3. Combien est-ce que j'ai fait réagir de O2? » Loi de la conservation de la masse. Donc, je peux pas comme créer de la masse nulle part. Il ne peut pas avoir de la masse qui a disparu. Donc, si je suis rendue avec 35 grammes à la fin de ma réaction, puis que j'avais 20 grammes de Fe au début de ma réaction, ça veut dire que ce qui manque, c'est 35 moins 20 grammes. Il me manque 15 grammes. Le 15 grammes correspond à la masse de mon oxygène. D'ailleurs, ça ici, c'est une réaction de combustion aussi. C'est une réaction de oxydation. C'est la rouille qu'on voit. Comment je le sais? Bien parce qu'ici, j'ai un métal, j'ai du Fe, c'est du fer qui réagit avec du O2. O2, c'est de l'oxygène. Puis Fe2O3, c'est de la rouille. Donc, ça ici, c'est une réaction d'oxydation. L'oxydation, c'est la réaction avec l'oxygène. Donc, quand il y a quelque chose qui rouille, ce n'est pas juste qu'il y a de la saleté qui se dépose, c'est que le métal est altéré, il a réagi
avec l'oxygène, puis il s'est formé une nouvelle molécule à la surface de ce métal-là, qu'on appelle la rouille. Donc, ou d'autres choses, peu importe. Mais c'est ça, l'oxydation. Donc, on peut aussi, par exemple, si tu as une pomme que tu as coupée en morceaux, je vais essayer de faire un petit cœur de... Oh, je suis pas si pire quand même. Petit cœur de pomme. Donc, tu as coupé en morceaux. Bien là, tu vas voir une réaction d'oxydation sur ta pomme. La pomme, elle va devenir brune. Brun. Ça, c'est de la réaction entre la surface de la pomme et l'oxygène qui réagit, qui fait de l'oxydation. Ça veut dire que la petite molécule brune, là, sur le top de ta pomme ici, là, elle n'est pas pareille comme la chair de la pomme qui est dans la pomme. C'est pas la même molécule. Elle a réagi avec l'oxygène, puis elle est devenue autre chose quand elle s'est oxydée. OK, merveilleux. Donc ça, c'est la loi de la conservation de la masse qu'on vient de voir. Donc, loi de la conservation de la masse, c'est que dans une réaction, on ne peut pas avoir de la masse qui disparaît. Ah! Faire un petit lien avec mon triangle de feu. Donc, si par exemple, je fais brûler, c'est des bûches, je fais brûler, je sais pas là, 1 kilogramme de bûches. J'ai fait brûler en feu. Yeah, 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 yeah. Et que là, ensuite, après avoir fait brûler 1 kilogramme de bûche, je pèse la cendre. Et la cendre, quand je la pèse, ça me donne, je sais pas là, 200 grammes de cendre. Est-ce que cette réaction respecte la loi de la conservation de la matière? Oui! Où est situé le 800 grammes restant? Ben, il a été évacué soit en fumée ou soit en eau dans ma réaction de combustion. Donc, voilà. Donc, en vapeur d'eau, ça peut être la vapeur d'eau qui a évaporé ou encore les vapeurs sous forme de fumée qui sont relâchées dans l'atmosphère. Donc, oui, ce 800 grammes-là, il n'a pas disparu, là, il est juste relâché dans l'atmosphère. On va le faire. Transformation de l'énergie, loi de la conservation d'énergie. Ça a un lien aussi direct, c'est la même chose que la loi de la conservation de la matière. Donc, ce qu'on veut dire là, dans la loi de la conservation de l'énergie, c'est pareil comme la matière. L'énergie, elle ne peut pas disparaître ou elle ne peut pas apparaître. Donc, on a l'impression des fois, là, surtout avec la chaleur, que, mettons, j'ouvre la fenêtre, là, la chaleur ou l'énergie de la chaleur, elle va sortir, puis ça va être fini. Non, 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 non. Elle va juste être déplacée. OK? Ou encore, si par exemple, j'ai un appareil qui va transformer de l'énergie, bien, cette énergie-là, même si elle n'est pas complètement utilisée pour mon appareil, elle ne va pas disparaître. Elle va juste être transformée en un autre type d'énergie. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran, j'ai un mixeur, un blender. Si, par exemple, je donne 250 joules d'énergie électrique pour faire fonctionner mon blender, puis je me rends compte qu'il y a 175 joules d'énergie mécanique qui sert à faire tourner la lame de mon blender, bien, les 75 joules restants, ils ne sont pas disparus. C'est juste qu'ils vont être dégagés sous une autre forme d'énergie, souvent de l'énergie thermique due au frottement ou encore de l'énergie thermique due à l'utilisation dans le fond, de la chaleur qui va se dégager des composantes dans lesquelles on passe un courant électrique. Donc, c'est toujours équivalent. L'énergie qui entre dans le système va être égale à l'énergie qui va sortir du système. Toujours, 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 toujours. Donc, cette énergie-là, on peut lui donner plusieurs mots, plusieurs noms, puis c'est ce qui va faire le lien après ça avec le rendement énergétique. L'énergie consommée, c'est l'énergie qui est nécessaire ou qui est donnée à l'appareil pour que l'appareil fonctionne. Donc, l'énergie
consommé, c'est qu'est-ce que, en termes électriques, là, combien de joules est-ce qu'on a donné à l'appareil pour que notre appareil fonctionne pour un temps donné, peu importe. L'énergie utile, c'est l'énergie qui a servi à ce que mon appareil y réponde à sa fonction. Fait que mon blender, là, sa fonction, c'est pas de réchauffer la pièce, là. Mon blender, sa fonction, c'est pas de me cuire une toast. Mon blender, sa fonction, c'est de faire tourner les lames en énergie, donc de donner de l'énergie mécanique à des lames qui vont tourner sur elles-mêmes. Donc ça, c'est l'énergie utile, énergie mécanique de mon blender. Et l'énergie dissipée, c'est de l'énergie qui est perdue, OK? Qui est perdue parce qu'elle ne sert pas à ce que mon objet remplisse sa fonction. Maintenant, quand je veux trouver, toi, je vais te mettre comme ceci, puis toi, je vais te mettre comme ça ici. Maintenant, si je veux trouver mon rendement énergétique, donc le rendement énergétique, c'est comme l'efficacité de mon objet. Fait que si mon objet il était efficace à 100%, ça voudrait dire que toute l'énergie consommée serait égale à mon énergie utile. En fait, ça serait même l'inverse. L'énergie utile serait égale à l'énergie consommée. Genre, j'ai donné juste peut-être le rapetisser encore un petit peu. Pour avoir un petit peu plus d'espace. Parfait. Donc, j'ai donné là, 250 joules d'énergie électrique à mon blender, puis il y a 250 joules qui ont servi à ce que mes lames tournent sur elles-mêmes. Donc, mon appareil, là, il est super efficace. C'est ça l'efficacité énergétique. C'est qu'on veut qu'il y ait le plus possible de l'énergie qu'on donne à un appareil qui serve à remplir sa fonction. Comme ça, il n'y a pas de perte énergétique. Ça, c'est le rendement énergétique. Si toute mon énergie consommée est égale à mon énergie utile, ça veut dire qu'on a une efficacité de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire dans le rendement? Bien, le rendement, c'est un rapport. Donc, c'est un pourcentage d'efficacité. OK? Donc, un pourcentage d'efficacité. Comment est-ce qu'on calcule un pourcentage? Bien, en fait, ton pourcentage pour un examen, par exemple, c'est le résultat que tu as obtenu, donc le nombre de bonnes réponses que tu as eues, sur le maximum que tu pouvais avoir. Bien, c'est la même chose pour le rendement énergétique d'un objet. Donc, le maximum que mon objet peut avoir en termes d'énergie utile, c'est l'énergie qui est consommée. Fait que son énergie consommée, il peut pas utiliser plus que ça, on y en donne pas plus. Comme toi, tu pourrais pas avoir plus que 100% parce que on te donne pas plus de questions. Non, mais mettons, tu peux pas avoir plus que 35 sur 35 parce que le maximum de questions que tu fais, c'est pour 35 points. C'est la même chose là, avec l'énergie. Fait que l'énergie consommée, ici. Puis là, on va regarder combien est-ce que mon objet utilise d'énergie. Donc, dans le cas ici, là, par exemple, de mon blender, donc ce qu'on a fait, ici, ah oui, regardez là le rendement énergétique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, ben mon blender, mon mixeur, il veut pas, tant pis. Mon mixeur utilise 175 joules d'énergie. Puis, dans le fond, l'énergie consommée, donc l'énergie que moi je lui ai donnée, c'est 250 joules. Donc, je vais faire 150 divisé par 250 fois 100, puis ça va me donner le rendement énergétique en pourcentage. Donc, je vais le calculer, je sors ma petite calcul. Ah, ben, j'en ai une ici. Donc, je vais faire 175 divisé par 250 fois 100. Ça veut dire que mon objet, mon mixeur,
son rendement énergétique, c'est 70%. Ça veut dire qu'il utilise 70% de l'énergie que je lui ai donnée pour remplir sa fonction. Maintenant, si je te dis, j'ai un objet, donc j'ai un autre blender, peu importe. Donc, mon autre blender, là, mon mixeur, numéro 2, lui, là, son rendement, c'est de 85%. Lui est encore plus efficace. Puis là, je veux savoir combien d'énergie utile. Donc, combien d'énergie sert à faire tourner mes petites lames pour ce blender-là. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Bien, j'utilise la même formule. Donc, je sais que 85% va être égal à énergie utile sur énergie consommée. Donc, l'énergie consommée, c'est la même que tantôt, c'est 250 joules. Alors, ce que je vais faire, c'est 250 joules, donc l'énergie consommée, fois 85%. Le pourcent ici, là, ce qui veut dire, c'est 85 sur 100. Voilà. Puis là, ça va me donner combien d'énergie utile ce nouveau blender-là utilise, c'est ça, avec son rendement énergétique. Alors, je vais faire 85 divisé par 100, fois 250 joules. Ça veut dire que lui, ce mixeur-là, son énergie utile égale à 212,5 joules. Je pourrais te demander aussi si son rendement est de 85%, quelle va être son énergie dissipée? Et là, à ce moment-là, tu aurais deux choix. Soit tu pourrais dire, ah, ben, combien il manque pour atteindre 100%? Je vais y aller de l'autre façon avant. Donc, j'ai trouvé mon énergie utile, c'était 212,5 joules. Donc, je vais faire 250 moins 212,5 joules. Ça me donne 37,5 joules. Ça veut dire que pour un objet efficace à 85%, il va libérer 37,5 joules d'énergie si on lui en donne, si la quantité consommée est de 250 joules. Ce que tu pourrais faire aussi sans passer par l'énergie utile, c'est de dire, ben, si son énergie utile, c'est 85% de 250 joules, ça veut dire qu'il lui reste, ou ce qui va être dissipé, c'est 15%. Donc, ce qui va perdre cet objet-là, c'est 15% d'énergie. Donc, je vais faire 15%, 15 divisé par 100, fois 250 joules. Donc, je vais avoir un total de 37,5 joules perdus, dissipés d'énergie. Donc, c'est ce qui va compléter pour aujourd'hui, première partie univers matériel. Prochaine récup, je vais faire la deuxième partie de univers matériel.